Bonjour, bienvenue dans Lex Inside, votre rendez-vous consacré à l'actualité juridique et à l'actualité du monde du droit. Au programme de ce numéro, on va aborder la question des directeurs juridiques de transition. Il sera question également de Ius Mundi, un moteur de recherche pour le droit et l'arbitrage international. Et enfin, on parlera de la transformation numérique des collectivités territoriale. Pour débuter cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Florent Chaput, directeur associé au sein du cabinet EIM. Florent, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'un directeur juridique de transition? Alors, un directeur de juridique de transition, c'est d'abord un manager de transition, comme les DAF, les DRH, les DG, les DSI. C'est un manager qui intervient pendant une durée donnée et à très brève échéance pour prendre en charge un sujet que l'entreprise doit traiter. Alors prendre en charge, ça veut dire vraiment prendre l'ensemble d'un dossier, que ce soit un sujet de management, typiquement pendant une vacance de poste, mais aussi sur des sujets stratégiques. Donc typiquement, l'entreprise n'a pas ni la bande passante, ni l'expertise pour traiter un sujet qui est un petit peu spécifique, un petit peu nouveau. Elle fait appel à un directeur juridique de transition pour venir l'aider, la coacher, et ça peut donc être des projets stratégiques, il y en a beaucoup. Justement, quel est son rôle dans le cadre d'une réorganisation stratégique de l'entreprise? Alors, le rôle peut être soit un rôle d'expertise juridique sur un sujet donné, ça peut être des sujets sociaux, ça peut être des sujets contractuels, ça peut être des sujets divers et variés, mais souvent très spécifiques. Ça peut être En fait, le directeur juridique de transition apporte son expertise pratique. Les managers de transition sont des gens très expérimentés, plutôt la cinquantaine, qui donc apportent une expérience pratique forte, qui est utile pour le dirigeant, soit pour bâtir une stratégie, soit parfois même pour de la tactique pure. Et j'ai beaucoup d'exemples de missions où le directeur juridique de transition intervient pour ressortir un peu la tête de l'eau ou la tête du guidon de l'ensemble de l'équipe qui est encalaminée dans ses problèmes internes et qui ne voit plus vraiment très clair. Et le directeur juridique arrive pour donner une perspective, reprendre le sujet sereinement, comme le fait tout avocat finalement. Mais le directeur juridique vient là non pas comme prestataire, mais comme membre de l'équipe, avec cette expertise pratique, avec cette expérience. Vous avez un exemple en tête? Oh, j'en ai plusieurs. Récemment, une dénonciation d'accords sociaux dans une entreprise dans le domaine peu importe, de la cosmétique, avec une convention collective autour de la chimie. Et ils utilisaient le syndicat majoritaire utilisait une petite chose de la convention collective pour bloquer l'ensemble des négociations. Le manager, qui était un expert du sujet chimique, enfin de la convention collective en question, a réussi à vraiment retourner le sujet et notamment, et c'est intéressant, notamment à conseiller le dirigeant français, mais aussi ses actionnaires américains qui ne comprenaient rien. Et on a ce manager de transition qu'on a sélectionné parmi les environ 500 directeurs juridiques de transition qui sont référencés chez EIM. On l'a choisi notamment pour sa connaissance de cette convention collective, mais aussi pour son expérience des groupes matriciels. Et donc c'est lui qui a su à la fois voir avec clarté le sujet et les opportunités qu'il y avait, et puis aider le dirigeant à naviguer, gérer son problème aussi en interne. C'était à la fois un conseil externe et à la fois vraiment une partie prenante du sujet. Quelles sont les autres situations dans lesquelles les directeurs juridiques de transition interviennent? Alors, ce sont donc des projets typiquement sociaux. Alors, tout ce qui est lié au M&A, au carve-out ou aux intégrations, ça peut être lié à des réorganisations de footprint industriel qui induisent soit des PSE, soit des transferts de sites, ça c'est assez classique. Beaucoup de sujets de compliance et de RGPD, typiquement l'entreprise ne sait pas gérer ça, donc elle fait appel à un directeur juridique qui vient soit aux côtés du directeur juridique existant, soit en remplacement, mais en tout cas à chaque fois qui vient pas comme conseil externe, comme le ferait un avocat ou un cabinet d'avocats, mais comme dirigeant pour prendre en main le problème. Il y a des sujets aussi, par exemple, typiquement de process, de mise en place d'amélioration des process corporate.
dans des entreprises qui ont beaucoup de filiales, beaucoup de conseils d'administration, etc., il y a beaucoup d'outils à mettre en place, il y a beaucoup de process à mettre en place pour tenir tout ça à jour, des bases à mettre à jour. Donc on a eu pas mal d'exemples là-dessus. Et puis, il y a des sujets simples de remplacement et de management d'équipe. Dans des entreprises qui se transforment, dont le corporate devient plus fort, il faut des directions juridiques plus fortes. Et dans ce cas-là, on prend, en très peu de temps, on arrive à recruter quelqu'un qui va embarquer les équipes, qui l'a déjà fait plusieurs fois, et qui va le refaire, et qui va mettre en place du process, que ce soit du contractuel, que ce soit du social. Voilà en gros ce que fait un manager de transition dans le domaine du droit. On va conclure là-dessus. Merci Florent d'être passé sur notre plateau. Merci à vous. Vous êtes toujours dans Lex Inside. J'ai le plaisir de recevoir Jean-Rémy Demestre, président de Yousmundi, qui va nous présenter sa solution Yousmundi, donc moteur de recherche pour le droit et l'arbitrage international. Jean-Rémy, bonjour. Bonjour et merci de cette invitation. Pouvez-vous nous présenter Yousmundi? Alors, Yousmundi est un moteur de recherche en droit et arbitrage international. On vit aujourd'hui dans un monde globalisé qui a besoin d'un système juridique, lui également global, qui soit basé sur l'état de droit. Le problème, c'est que l'accès aux ressources juridiques qui soutiennent le développement de cet état de droit mondial est compliqué. La recherche d'informations juridiques, vous le savez, déjà dans un contexte national, c'est compliqué. Un avocat peut y passer jusqu'à 30% de son temps. Dans un contexte international, c'est encore pire, parce qu'il n'y a pas d'administration centrale qui va diffuser l'information juridique. Prenons un exemple concret. Il y a 2-3 mois, Aéroport de Paris a attaqué par exemple le gouvernement du Chili, dans le cadre d'un arbitrage international, pour le traitement qui lui a été réservé dans le cadre de la concession de l'aéroport de Santiago. Les juristes de ADP, les juristes chiliens et leurs avocats vont avoir besoin d'avoir accès à de l'information juridique, donc à des sentences arbitrales, du droit national chilien, potentiellement du droit français également. Ils vont devoir également nommer des arbitres qui parlent espagnol, français, mais qui ne sont pas forcément de cette nationalité, qui ont également une expertise spécifique. Tout ça est très compliqué et Yousmundi le rend simple en facilitant l'accès à ces ressources juridiques. Alors justement, comment vous favorisez l'accès à ces ressources juridiques? Quelles sont les fonctionnalités? Alors, Yousmundi, déjà, une des spécificités de notre modèle est que toutes les données que l'on collecte et diffuse sont accessibles gratuitement. Donc, vous n'avez pas besoin d'un abonnement pour lire les décisions ou les sentences. Par contre, si vous payez un abonnement à Yousmundi, vous allez avoir des fonctionnalités avancées qui vous rendent plus efficace. Par exemple, un moteur de recherche multilingue. Donc, si vous cherchez un concept juridique comme force majeure en français, vous allez trouver des sentences pertinentes en anglais, en espagnol, dans n'importe quelle langue. Également, lorsque vous nommez votre arbitre ou choisissez votre avocat, vous devez absolument éviter tout conflit d'intérêts. On a développé un outil, le Conflict Checker, qui permet de faire ça en quelques secondes, alors qu'avant, ça prenait des jours à un avocat, un cabinet pour faire ce conflit. Les principaux utilisateurs de Yousmundi sont des avocats, des juristes? Alors oui, nos clients sont essentiellement des avocats, soit dans des très grands cabinets anglo-saxons, par exemple Freshfield, Dentons, Clifford Chance, on en a une 50aine comme ça, mais également des petites boutiques dans le monde entier, en Chine, en Russie, au Brésil ou en France également, comme Brodin-Pratt qui était un de nos premiers clients. Et ensuite, ce sont les juristes directement, donc soit des entreprises comme Iberdrola, et il faut savoir aujourd'hui que 2/3 des grandes entreprises européennes et américaines ont affaire à l'arbitrage, donc le besoin est très fort pour eux, et également les juristes de gouvernement. Donc je parlais du Chili, le Chili est un de nos clients par exemple. Alors vous avez levé des fonds récemment, quelles sont les perspectives de développement? Alors Yousmundi, on couvre aujourd'hui 4 domaines principaux. L'arbitrage d'investissement, avec l'exemple que je prenais avec le Chili, l'arbitrage commercial, qui est le plus important dans ce qu'on traite à l'heure actuelle, le droit du commerce international, le droit de l'OMC et le droit international plutôt général. On va sortir d'ici la fin de l'année l'arbitrage sportif, mais notre gros projet de développement, celui pour lequel on a levé cet argent, c'est le fait de s'étendre à tous les autres domaines du droit qui sont internationaux. Ça peut être les droits de l'homme, le droit du travail, la fiscalité, la concurrence, l'environnement. Et donc pour cela, on est en train de doubler notre équipe qui va passer de 45 à 90 personnes, avec notamment le recrutement d'ingénieurs en intelligence artificielle et donc plus spécifiquement en traitement automatisé du langage. Mais également des juristes, parce que la technologie ne fait pas de tout. Un quart de notre équipe est composé d'anciens juristes qui viennent du monde entier pour pouvoir traiter cette information du monde entier. Et finalement, des commerciaux, bien sûr, à Paris et dans le bureau de New York qu'on est en train d'ouvrir actuellement.
Bon, on voit que les perspectives sont nombreuses, Jean-Rémy. Merci d'être passé sur notre plateau. Vous êtes toujours dans Lex Inside, on va parler digitalisation et collectivité territoriale. Où sont les collectivités territoriales en matière de transformation du numérique? On va en parler tout de suite avec mon invité Sacha Gaillard, juriste chez Legal Cluster, également maire adjoint de Saint-Cloud, président fondateur de Esprit Territoire et co-auteur de l'ouvrage Legal Tech et digitalisation des collectivités territoriales. Sacha, bonjour. Bonjour Arnaud, merci de me recevoir. Pouvez-vous nous présenter l'ouvrage Legal Tech et digitalisation des collectivités territoriales? Cet ouvrage a pour objectif véritablement de mieux accompagner les agents et les élus dans leur processus de digitalisation du droit au sein des collectivités territoriales. Il accompagne en fait la fonction publique territoriale dans la compréhension des enjeux métiers et dans l'adoption de nouveaux outils numériques. On essaie de montrer en fait que le numérique doit être vu comme un outil de modernisation de l'administration. Et c'est un guide pratique qui se veut à dimension opérationnelle en adressant à la fois des questions actuelles autour de la transformation numérique de l'instance publique, mais en même temps vu sous le prisme juridique, c'est-à-dire comment mieux contracter avec des acteurs privés ou également se dire comment je peux accompagner ma collectivité dans la prise en compte de ces enjeux juridiques et numériques en même temps. Je pense notamment aux outils de contract management qui peuvent être le sujet ou également au marché d'innovation qu'on aborde dans cet ouvrage et qui ont été mis en place en 2018. Voilà des exemples un peu concrets qu'on peut proposer dans cet ouvrage. 3 grands points adressés finalement. Accompagner les élus et les acteurs plus généralement vers la digitalisation du service public. Supporter l'innovation publique et également favoriser la rencontre du monde numérique et du domaine juridique. Vous allez me dire à qui s'adresse véritablement cet ouvrage. Il s'adresse à plusieurs acteurs. Il s'adresse aux agents des collectivités territoriales, évidemment, mais également aux élus des collectivités qui sont confrontés au quotidien à des nouveaux enjeux relatifs à la digitalisation de leur environnement. C'est également le cas pour les consultants publics et enfin à tous les publicistes et juristes du secteur public qui connaissent ces sujets et qui doivent s'en emparer parce qu'on sait qu'il n'est pas toujours facile pour le domaine public de rattraper le retard pris sur le secteur privé. Quelles sont les bonnes pratiques que vous recommandez justement à ces personnes que vous venez de citer? Alors, aujourd'hui, les collectivités territoriales, quelle que soit leur taille, doivent se poser la question de leur transformation digitale, numérique, au même titre qu'elles ont à se poser la question d'une réfection de voirie, d'un plan d'urbanisme, etc. On part de ce postulat parce que dans 5 à 10 ans, il est essentiel de pouvoir faire prendre conscience aux acteurs publics que ces enjeux seront à la frontière des priorités de celles d'un décideur public. Et donc, c'est un enjeu systémique qui doit être pris en compte. Et pour ça, il faut aujourd'hui prendre en compte les enjeux de cadrage. Il faut bien cadrer le projet digital pour qu'il puisse répondre efficacement à un besoin identifié. Et ce cadrage de ce projet digital, il doit être adapté aux besoins véritables des agents et des élus pour demain mieux adresser les problématiques de l'administré. Donc finalement, c'est comment favoriser, comment simplifier, comment permettre aux acteurs publics et en particulier aux collectivités territoriales de se doter des bons outils pour justement être plus efficaces, a fortiori, dans le service rendu à l'administré. L'approche de plateforme peut être un des outils les plus efficaces pour répondre en tout point à l'efficacité recherchée. Avant de parler d'intelligence artificielle, avant de parler de blockchain, etc., il s'agit de plateformiser les fonctions à la fois juridiques, mais également conformité, éthique, etc.,
pour retrouver l'efficacité recherchée en tout point, qui doit s'articuler autour de 4 grands axes. La première, c'est la structuration de la donnée. La deuxième, c'est la collaboration efficace recherchée dans le cadre d'une plateforme digitale. Également, une bonne gestion de la gouvernance, une gouvernance agile. Et enfin, l'identification des bons interlocuteurs. Quel peut être l'apport des Legal Tech dans la transformation numérique des collectivités territoriales? Alors, la Legal Tech doit être vue comme d'autres industries, comme les Civic Tech, les Reg Tech, les FinTech, etc., comme un partenaire, un vrai partenaire des collectivités pour les accompagner dans leur démarche juridique et numérique. Les collectivités sont de plus en plus confrontées à ces problématiques qui sont nées de la rencontre entre le monde du droit d'un côté et le monde du numérique de l'autre. Et donc elles doivent s'adapter en permanence, elles doivent sans cesse trouver des nouvelles pratiques à adopter, et c'est ce sur quoi on essaie de les accompagner au mieux pour qu'elles puissent amorcer un process de transformation digitale efficace qui puisse justement répondre en tout point à leurs problématiques. Les Legal Tech pour les collectivités doivent être vus comme des facilitateurs et des partenaires pour les accompagner au mieux dans leur processus. Pour terminer, quel bilan faites-vous de la transformation numérique des collectivités territoriales? Alors, le premier constat, il est clair, il est que les collectivités ont accumulé un retard dans leur processus de transformation. Je dis dans leur processus de transformation parce que ce n'est pas seulement de la transformation numérique, mais c'est également sur les enjeux de transformation juridique. Le rapport Gauvin-Marlex en juillet 2021 pointe du doigt le retard accumulé sur des problématiques de mise en conformité des acteurs publics, et c'est véritablement un vrai problème par rapport à comparer aux acteurs privés qui aujourd'hui arrivent à se mettre facilement. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, d'abord, pourquoi s'explique ce retard, et ensuite les 4 grandes propositions qu'on propose. Le retard, il s'explique par un manque de moyens, très certainement, à l'heure à laquelle les collectivités sont confrontées à une augmentation de leur péréquation, et donc il y a véritablement un manque de moyens là-dessus, financiers. Mais aussi parfois un manque de volonté politique. Et ça, c'est le deuxième point de constat. En matière de digitalisation, la Covid-19 a permis justement d'adresser mieux ces problématiques de retard accumulé. Et donc, sur le plan des solutions, pour en revenir à votre question de départ, c'est essayer de rattraper le retard accumulé par rapport au secteur privé, où on va justement permettre d'améliorer le processus décisionnel pour adapter les réponses plus facilement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il est de lutter contre les zones blanches et les zones sans réseau. C'est un vrai problème aujourd'hui. C'est des journées de travail perdues pour certains salariés. On a une vraie fracture numérique qui est liée à ça. C'était une promesse pourtant d'ici à fin 2021 et ce n'est pas forcément le cas. Le troisième élément, c'est celui de la médiation numérique, c'est-à-dire véritablement de s'approprier les outils numériques et de pouvoir justement sensibiliser les personnes dans l'adoption des bons outils. Et enfin, c'est repenser la participation citoyenne au travers notamment de nouveaux outils, de nouvelles plateformes de collaboration. On l'a vu pendant la crise du Covid, qui ne doivent pas cependant remplacer les réunions en présentiel, mais aujourd'hui il y a un vrai sujet de participation et de repenser la forme que doivent prendre ces participations citoyennes dans notre pays aujourd'hui. On va conclure là-dessus. Merci Sacha d'être venu sur notre plateau. Merci Arnaud. Merci à vous pour votre fidélité et à très bientôt pour un nouveau numéro de Lex Inside.